Bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans ce premier épisode de la série des interviews FinView présentée par Junior Traders Club de l'NCG d'Agadir. Aujourd'hui, notre thème sera la culture de la finance du marché au niveau de la région de Souss-Massa. Pour ce faire, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Aousim Gahmou, responsable régional de la BMCE Capital, et qui va nous éclaircir différents points concernant la dite thématique. Bonsoir Monsieur Aousim. Bonsoir, Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. avec plaisir. On peut dire également que la finance du marché est une culture et bien sûr que cette culture se diffère d'un pays à un autre et d'une région à une autre. C'est pourquoi on veut savoir, Monsieur Aousim, est-ce que vous pouvez nous rapprocher un peu de la culture de la finance du marché au niveau de la région de Souss-Massa? Donc, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'invitation. Ce que je peux vous dire, par exemple, par rapport à ça, tout simplement, c'est la culture de la finance des marchés ne diffère pas, ce qui se passe au niveau de la région ne diffère pas de ce qui se passe au niveau national. Donc, la spécificité de la région aujourd'hui, c'est que nous avons une mosaïque de secteurs qui sont composés principalement par le secteur de la pêche, le secteur de l'agriculture, l'agroalimentaire et le tourisme. Donc tout ça, ce sont des secteurs qui sont exportateurs et donc forcément, ils sont en connexion avec les marchés internationaux. Donc voilà, franchement, il y a pas de différence entre les autres régions, ce qui se passe au niveau de Casablanca ou au niveau des autres places financières. Et concernant la culture, est-ce que vous pensez que la culture des finances du marché est développée un peu? Oui, je peux dire que oui, parce que forcément, comme je vous ai dit, il y a des secteurs, la plupart des entreprises aujourd'hui qui sont au niveau de la région, ils sont exportatrices. Il y a un peu d'import, mais c'est des sociétés qui sont en connexion directement avec les marchés, principalement l'Europe, la Russie, le Canada, les États-Unis, le Moyen-Orient, la Chine. Donc tout ça, ce sont des entreprises aujourd'hui qui sont connectées. Donc forcément, dans leurs opérations, ils vont faire appel au marché et notamment le marché d'échange qui est quand même un marché très développé au niveau national. D'accord. Et qui dit finance du marché dit les investisseurs. Quelle est la cartographie des investisseurs dans la région de Souss-Massa? Principalement, c'est le tissu économique au niveau national est composé à 90%, voire 80% de PME, PMI. Donc c'est pratiquement 80% des entreprises aujourd'hui, c'est des PME, PMI qui ont un chiffre d'affaires moyen autour de pratiquement 40 à 50 millions de dirhams d'export ou bien d'import. Et donc, c'est des sociétés qui gravitent autour de ces chiffres d'affaires. Le reste, c'est des corporates, c'est des sociétés qui ont quand même des chiffres d'affaires très importants, 4 milliards de dirhams de chiffre d'affaires consolidés. Donc, ça, c'est quand même un petit peu la typologie des investisseurs qui sont au niveau de la région Souss-Massa. On peut dire que les investissements dans la région est moins développé? Au contraire, aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui au niveau, la dynamique qui est au niveau de la région, sur pas mal de niveaux, surtout au niveau de la pêche et au niveau de l'agroalimentaire aujourd'hui, et même au niveau de l'agriculture, c'est vraiment une dynamique très importante. Aujourd'hui, on a beaucoup de zones industrielles aujourd'hui tout un foncier qui est mis à la disposition des sociétés, justement, donc dans cette philosophie de développer, je dirais, la région, de mettre en valeur toutes les potentialités de la région, toutes les richesses naturelles aujourd'hui. Il faudra les mettre en valeur pour pouvoir, c'est-à-dire donner une valeur ajoutée à cette région-là, et bien évidemment un retour sur investissement par la suite aux différents investisseurs. D'accord. Bien sûr, au niveau de la région, il y a des défis qui freinent ce développement. Quels sont selon vous ces challenges qui freinent le développement de la finance du marché au niveau de la région? Ça, c'est une très très bonne question parce que souvent on nous dit est-ce que c'est développé ou pas. C'est vrai qu'il y a des freins. Je dirais, je vais citer le principal frein, si j'ose dire, c'est beaucoup plus l'encadrement. Il faut dire que la plupart des sociétés aujourd'hui, l'encadrement est très faible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de cadres aujourd'hui dans ces sociétés qui puissent justement utiliser ces moyens et développer ces structures et développer également ce marché, je dirais, c'est-à-dire l'accès au marché en même temps, ces produits qui sont un peu plus complexes
Et donc, on est resté figé sur certains produits classiques, alors qu'aujourd'hui, il y a des produits qui sont commercialisés au niveau de toutes les banques aujourd'hui, qui n'ont rien à envier à ce qui se passe au niveau international. Donc, franchement, tous les produits aujourd'hui sont disponibles sur la place. Maintenant, c'est aux entreprises aujourd'hui de faire appel à des compétences comme vous, comme les autres étudiants et donc des futurs cadres, justement, pour mettre à profit ces produits-là et bien évidemment les utiliser à bon escient, justement pour question d'optimisation. D'accord. Vous avez cité, monsieur, les produits financiers. Quels sont les produits financiers les plus commercialisés dans la région? Comme je vous ai dit, le produit, voilà, le produit le plus commercialisé, c'est beaucoup plus le marché plus ou moins le prix de change, le forex. Donc c'est pratiquement 80%, c'est principalement c'est en forex. Donc quand je dis forex, c'est tous les dérivés, tout ce qui est swap, tout ce qui est taux, tout ce qui est produits dérivés, les options et tout ça. Donc ça c'est la grande majorité aujourd'hui qui est commercialisée sur les produits financiers. Ensuite, en deuxième, il y a tout ce qui est OPCVM, donc c'est tout ce qui est gestion d'actifs. Ça également, c'est en deuxième position. Et en troisième position, c'est les produits de couverture de matières premières. Donc, principalement, c'est la typologie. On peut rajouter un petit peu de la bourse directe, c'est-à-dire tout ce qui est intermédiation via le canal direct bourse, tout ce qui est bourse en ligne. Voilà, donc c'est principalement les produits qui sont commercialisés au niveau de la région. Vous avez parlé, monsieur, des OPCVM. C'est quoi ces OPCVM et en quoi servent-ils et quels sont les types de ces OPCVM? Alors, les OPCVM, dans l'abréviation OPCVM, c'est Organisation collective au placement de valeur mobilière. Donc, c'est des sociétés aujourd'hui qui ont deux formes juridiques différentes. Soit on parle d'une SICAV, Société d'investissement en capital variable. C'est une forme juridique à part, donc c'est une société qui a un capital variable dans les transactions de l'épargne. Donc, à chaque fois, il y a une augmentation ou bien une diminution de capital. Ça, ce sont les SICAV. Les FCP, les fonds de commun de placement, c'est également une structure qui est un peu plus, je dirais, en copropriété. Et donc voilà, qui vient justement pour mettre un équilibre juridique entre la flexibilisation je dirais, une flexibilité qui va apporter une flexibilité juridique par rapport au choix du gestionnaire du fonds. Donc le gestionnaire du fonds, il a le choix de choisir un type, je dirais, de société qui répond parfaitement à ces contraintes qui sont liées à la gestion quotidienne du fonds. Est-ce qu'il y a des critères de choix du type? Par qui? Par les sociétés. Non, comme je vous ai dit, non, c'est des choix aujourd'hui, c'est la structure, je dirais, de placement, la typologie des entreprises ou des sociétés ou c'est-à-dire la politique de placement de tout type d'OPCVM, il répond à une structure, je dirais, juridique qui correspond à ce type de produit. En termes de liquidité, quels sont les OPCVM les plus liquides? On peut dire que ils sont tous liquides. Ça dépend du fonds. Il y a des fonds qui sont des fonds hebdomadaires, c'est-à-dire généralement, c'est des OPCVM monétaires. Il y a également une partie des OPCVM obligataires court terme. Ça, c'est des opérations qui sont très liquides. Généralement, c'est quotidien. Et bien évidemment, il y a des fonds également qui sont hebdomadaires. Donc ça, c'est beaucoup plus les fonds actions diversifiés et obligataires moyen et long terme. Donc ça, ils sont tous liquides, mais ça dépend, c'est-à-dire vous pouvez disposer votre argent, bien évidemment. Quand on parle de liquidité, c'est-à-dire placer et retirer l'argent. Maintenant, ça dépend de la stratégie de tout un chacun au niveau du placement. Est-ce que en fait, l'investisseur, c'est un court-termiste, il cherche juste le profit au quotidien, ou bien c'est un profil d'investisseur qui va beaucoup plus sur 2 ans, 3 ans. Ça, c'est beaucoup plus des profils qui sont risqués, mais qui cherchent également un rendement. En parlant toujours des investisseurs, qui peut investir dans les OPCVM? Et quelles sont les potentialités d'investissement au niveau des OPCVM? Alors, aujourd'hui, au niveau des OPCVM, ça veut dire l'investisseur ou l'épargnant, aujourd'hui, n'importe quel épargnant, qu'il soit institutionnel, corporate, PME ou particulier, peut investir au niveau de la bourse, au niveau des OPCVM. Donc ça dépend, comme je l'ai dit, ça dépend du type, c'est-à-dire du fonds et c'est-à-dire le risque que prend, c'est-à-dire l'investisseur justement au niveau
la capacité ou c'est-à-dire quel est son degré de risque que la personne prenne sur ces fonds-là. D'accord, donc comment, autrement dit, quelle démarche à suivre pour pouvoir investir dans les OPCVM? Alors pour les OPCVM, je pense donc déjà il faut s'approcher de son conseiller, son conseiller, c'est-à-dire au niveau de la banque. Déjà, je pense que déjà il faut avoir un minimum de connaissances sur le fonctionnement du marché, que ce soit au niveau bourse ou bien au niveau des obligations et évidemment tout ce qui est cash. Donc ça c'est très important d'avoir déjà une culture des opérations, comment ça se passe. Ensuite, s'approcher d'un conseiller en investissement, généralement qui va vous orienter, qui va déterminer votre profil et qui va vous aider à prendre la bonne décision sur le bon fonds. Il y a aujourd'hui, c'est-à-dire, il peut vous accompagner à choisir le bon fonds qui répond parfaitement à votre. Parce que normalement, au niveau des OPCVM, on a le choix entre la rentabilité. En fait, on a deux contraintes, la rentabilité et le risque. Donc, le, au niveau des OPCVM, par exemple, actions, c'est beaucoup plus de rentabilité, mais le risque est très élevé. Par contre, au niveau des OPCVM monétaires, c'est l'inverse. Nous avons une rentabilité qui est très faible, je dirais quotidienne, une rémunération quotidienne, et vous avez bien évidemment un profit également, un risque qui est minime. Donc, c'est des opérations de repo, des opérations de placement en JJ, en fait, des opérations JJ, c'est-à-dire les placements emprunts interbancaires. Donc, voilà un peu si j'ai répondu à votre question. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, la démarche, c'est d'aller déjà, savoir le montant à placer, quel horizon de placement, c'est très important. Bon, justement, pour que cette stratégie aujourd'hui puisse réussir, parce que même le gérant du fonds, il arrive justement à vous conseiller un taux, ce qu'on appelle une espérance de rendement. Vous espérez un rendement, donc c'est l'espérance de rendement. Il peut vous la garantir, mais il faut rester sur le fond, il ne faut pas sortir. Donc, parce que si vous sortez, vous allez casser en fait la stratégie qui a été mise en place par le gestionnaire d'actifs. Donc la première étape à suivre, c'est de faire appel à des conseils de banque. Exactement, exactement. Aujourd'hui, que ce soit au niveau de la clientèle de la banque privée, ou bien la banque de détail, ou bien la banque d'entreprise, alhamdoulilah, il y a des cadres et des collaborateurs qui peuvent répondre parfaitement à ces questions-là. D'accord, toujours dans le cadre des produits financiers, vous avez parlé des matières premières. Donc, est-ce que vous pouvez, monsieur, nous présenter le cadre conceptuel ou bien le cadre actuel des matières premières au niveau national ou bien au niveau de la région? Euh, alors, au niveau des matières premières, aujourd'hui, il y a une révolution qui s'est faite ces dernières années en ce qui concerne, je dirais, la réglementation. La réglementation, il a beaucoup évolué pour répondre parfaitement aux attentes des différentes, je dirais, structures et différentes sociétés. Aujourd'hui, vous savez qu'une entreprise, aujourd'hui, elle est exposée directement au marché international via cette variation, ces problèmes géopolitiques, tout ça, ça fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Donc aujourd'hui, une entreprise qui a un marché sur 2 ans, 3 ans, il faut absolument qu'il fasse appel en fait, à des stratégies de couverture matières premières. Aujourd'hui, auparavant, c'était beaucoup plus les importateurs directs qui étaient concernés par le marché de couverture, par les couvertures de change, pardon, couverture matières premières. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire l'Office des changes, il a autorisé à faire, je dirais, il a ouvert la parenthèse aux autres structures qui n'importent pas directement, mais dont la matière première fait partie du processus de production. Genre, par exemple, une société qui importe, ou plutôt qui fabrique des fenêtres en aluminium, peut faire aujourd'hui des couvertures sur le marché international de l'aluminium, sans pour autant directement passer par son fournisseur. Donc, aujourd'hui, la société peut faire des couvertures directes avec sa banque sur le marché. Donc, voilà, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. La réglementation, il accompagne les investisseurs et les entreprises. Maintenant, il faut que les entreprises prennent vraiment au sérieux le risque qu'il y a aujourd'hui, parce que ça risque de mettre en péril carrément
même l'entreprise en elle-même, il peut y avoir des défauts de paiement, il peut y avoir des annulations de marché, il peut y avoir carrément la non-compétitivité, parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas couverte, automatiquement, votre concurrent, s'il est couvert, donc il va prendre la part de marché. Et donc, s'il prend de part de marché, ça va être difficile de rebondir et tout ça. Et surtout avec la variation qui est vertigineuse des produits, pratiquement de toutes les commodities au niveau international, il vaut mieux aujourd'hui, c'est-à-dire prendre des couvertures en matières premières. Voilà. D'accord. Et si on parle du contexte actuel de la guerre, comment la guerre brièvement a impacté les matières premières au niveau national? Il n'y a pas il y a pas uniquement l'effet de la guerre, mais c'est beaucoup plus c'est une succession d'événements aujourd'hui qui font qu'aujourd'hui avec la Covid-19, avec les tensions géopolitiques, avec la guerre commerciale qu'il y avait entre la Chine et les États-Unis, avec les défauts de paiement de certains pays et tout ça. Donc tout ça fait aujourd'hui que la matière première, elle était toujours à une valeur refuge. À chaque fois qu'il y a un choc, tous les investisseurs ils s'orientent vers les matières premières, notamment l'or, le pétrole, les céréales. Il faut dire qu'aujourd'hui également que les changements climatiques jouent également un rôle très important dans cette variation des prix. Aujourd'hui, le Canada, par exemple, c'est parmi les plus grands exportateurs du blé tendre qui est utilisé dans le blé dur qui est utilisé dans tout ce qui est pâte et tout ça. Aujourd'hui, il n'y a pas, c'est-à-dire, il y a une sécheresse. Donc, du coup, ça impacte forcément la même chose pour le Brésil, la même chose pour l'Australie qui a été frappée par une sécheresse, le Brésil, l'Argentine. Donc, tout ça, c'est des commodities. Également, il y a des coups d'État, des tensions en Afrique, par exemple, parce que là, on a beaucoup de minerais, on a beaucoup de mines et tout ça. Donc, fait aujourd'hui que à chaque moment qu'il y a un problème géopolitique, automatiquement, c'est un problème d'approvisionnement. Donc, le problème ne réside pas dans c'est-à-dire le sous-jacent, la commodité, en fait, la matière première, mais c'est beaucoup plus l'acheminement de cette matière première pour honorer les engagements. Parce que c'est un marché qui est structuré, et donc c'est-à-dire à n'importe quel moment qu'il y a le marché, c'est-à-dire l'approvisionnement, il est cassé, automatiquement, il y a un flambée des prix. Et cette flambée des prix, est-ce qu'elle impacte négativement ou positivement le secteur? C'est sûr qu'il va impacter négativement les secteurs, tout simplement parce que nous, on importe beaucoup plus qu'on exporte. Donc, tout ce qu'on exporte aujourd'hui, tous les intrants aujourd'hui, c'est des matières premières, c'est le plastique, c'est l'acier, c'est l'aluminium, dans l'industrie automobile, par exemple, l'industrie aéronautique. Donc, tout ce qui est emballage également, ça a pris des dimensions vraiment vertigineuses. Oui, ça va impacter même au niveau du pétrole, tout ce qui est également énergie, gaz, fuel, tout ça, également se rentre dans la production. Ça rentre dans le cycle de production des entreprises. Donc forcément, toute évolution de prix, qu'elle soit positive ou négative, va impacter forcément le résultat. Et bien évidemment, il va être impacté directement sur le consommateur final. D'accord. Et quelles sont les solutions que vous proposez ou bien qui sont à adapter pour pouvoir atténuer l'impact de la flambée des prix sur les matières premières? Tout simplement, c'est recourir déjà, il faut mettre en place un système au niveau de nos gouvernances, parce que ça nécessite quand même une gouvernance au sein de l'entreprise, que cette culture de couverture devient systématique. Alors, c'est mettre en place, c'est-à-dire déjà être conscient qu'aujourd'hui, on est dans une économie très libéralisée, donc automatiquement, il y a l'offre et la demande. Aujourd'hui, une entreprise qui ne se couvre pas, il va être automatiquement, c'est-à-dire il va être voué à disparaître. Donc, dans un contexte aujourd'hui qui est marqué par la concurrence, par la réduction des marges aujourd'hui, c'est très difficile qu'une entreprise puisse résister dans un marché. Soit il va être absorbé, soit il va disparaître. Donc aujourd'hui, il faut penser couverture dans sa globalité. Et d'ailleurs, moi, j'invite éventuellement les étudiants de l'ENCG spécialement à approcher les entreprises et à leur proposer des thèmes de stage de fin d'études ou même des stages d'observation, justement pour apporter
l'expertise d'Yelhom dans ce domaine-là. Donc, la matière première aujourd'hui, c'est un sujet très important de recherche et de stage. Vous pouvez mettre en place des systèmes complets c'est-à-dire de couverture de matières premières. Et bien évidemment, le moment opportun, le manager ou le PDG ou le DG peut prendre la décision par la suite de couvrir. Parce que c'est quelque chose de nouveau pour les entreprises. Donc, il faut les accompagner à travers une pédagogie, à travers de démystifier, en fait, démystifier toutes les arrière-pensées, toutes les idées stéréotypes qui existent sur le marché. C'est un marché qui est accessible à partir de certaines quantités qui sont vraiment abordables. On peut procéder facilement plutôt à des couvertures sur le marché international sans pour autant rentrer, c'est-à-dire en contact avec son fournisseur. Le fournisseur, il sera épargné. Et ce que fait les banques aujourd'hui, c'est de coller les stratégies d'importation des clients, c'est-à-dire la structure des prix qui existe surtout au niveau de l'import, et c'est de la coller au maximum pour que toute variation sur le marché international ne puisse pas impacter directement l'entreprise. Bien évidemment, c'est un principe de hedging qui se fait au niveau international et qu'on puisse aujourd'hui le faire au niveau national. Donc, je crois que c'est 4 banques qui le font aujourd'hui et je pense que ça va être démocratisé par la suite parce que quand on voit aujourd'hui l'ampleur et l'inflation qui existe même dans certains pays aujourd'hui comme la Turquie et voilà donc même l'Égypte et tout ça, donc il faut vraiment faire attention à ce volet-là. C'est un élément qui n'est pas du tout à négliger. D'accord. À votre avis, monsieur, est-ce que vous trouvez que ce marché, à savoir le marché des matières premières, est suffisamment démocratisé, surtout au Maroc? Suffisamment démocratisé, oui, par les autorités qui ont fait le maximum justement pour que le cadre réglementaire, pour qu'il n'y ait pas de dérapage, qu'il n'y ait pas de spéculation. Aujourd'hui, le cadre réglementaire et la circulaire de l'Office d'échange est clair, et voilà, il est clair et net. Maintenant, c'est les opérateurs. Aujourd'hui, il faut passer à l'acte, il faut oser faire des petites couvertures, des petits tests, des opérations de test, justement pour voir l'intérêt aujourd'hui de couvrir. Donc, ça doit être ancré au niveau de la culture et au niveau de la stratégie des entreprises, que ce soit au niveau des conseils d'administration. Ça doit être aujourd'hui, maintenant, comme quand on fait, c'est-à-dire des opérations normales, comme si on fait des opérations de couverture du change, la matière première, ça doit être la même chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que on va vers la libéralisation d'autres produits, notamment le gaz. Donc ça, c'est prévu peut-être de 2025. Et donc pour les autres matières et tout ça, donc l'énergie, ça constitue quand même c'est-à-dire un élément très important dans lequel il faut faire attention. D'accord, merci beaucoup, monsieur Aoussi, pour toutes ces explications et éclaircissements. Avant de clôturer notre interview, quel conseil donnerez-vous aux étudiants à travers votre propre expérience? Alors, pour le conseil, premièrement, je vais dire une chose. Le NCG d'Agadir, il a formé des générations et des générations de managers. Aujourd'hui, qui occupent des postes de responsabilité dans des structures très prestigieuses, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Donc ça, déjà, c'est une reconnaissance. Il faut que l'esprit d'appartenance à l'école, aujourd'hui, qu'il ressort, qu'on défende des couleurs. Il faut qu'on soit tous lauréats et étudiants des ambassadeurs dans notre école. Ça, d'une part. D'autre part, deuxième conseil, c'est qu'aujourd'hui, les diplômes, on les trouve partout. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence entre un candidat et un autre, c'est beaucoup plus le mindset et les soft skills. C'est ça le plus important. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas biper sur les radars des recruteurs. Qu'on soit clair. Les diplômes, on les trouve partout. Mais aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est l'état d'esprit et c'est les soft skills. Donc, il faut travailler sur l'auto-formation? Il faut travailler sur l'auto-formation. Ce que vous faites aujourd'hui, d'ailleurs, je vous remercie, et ça fait partie également de la formation, parce qu'un prof ne peut pas vous donner tous les éléments. Il faut travailler sur soi-même.
Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un élément très important aujourd'hui, c'est qu'on a constaté ces dernières années qu'il y a de plus en plus de jeunes qui accèdent à des postes de responsabilité. Donc, auparavant, la moyenne, c'était après 15 ans, 20 ans, vous espérez avoir une promotion, être responsable. Aujourd'hui, à l'âge de 25 ans, 26 ans, vous pouvez être responsable d'une entité. Donc, c'est pas le diplôme qui va vous sauver, mais c'est beaucoup plus ce que vous avez appris en dehors de l'ENCG, à travers des activités parascolaires, à travers le développement sur soi-même, de dire, de accepter les challenges. J'imagine qu'on est là pour faire des études de management, on n'est pas là pour faire des études d'architecture ou de médecine, donc on est là pour faire du management. Donc quand on dit management, c'est un art, et chacun comment il va gérer cet art. Donc c'est pas une science qui est exacte, mais il faut développer des compétences, des outils qui puissent justement vous booster, qui va booster votre carrière, premièrement. Votre niveau de vie, automatiquement, c'est-à-dire ça va se retourner également, c'est-à-dire positivement sur votre niveau de vie. Et donc voilà, donc, on est là, des managers qui vont assumer les postes de responsabilité dans le futur, que ce soit au niveau de l'administration publique, semi-publique ou la privée, ou même au niveau de l'entrepreneuriat. Mais franchement, je peux dire qu'au niveau de la formation de l'ENCG, alhamdoulilah, on ne peut pas avoir froid aux yeux, dire que notre formation n'est pas à la hauteur. Au contraire, la preuve, c'est pratiquement l'armada de managers aujourd'hui qui gèrent pratiquement des grandes structures au Maroc. Et donc, esprit d'appartenance, être un bon ambassadeur, parce qu'à n'importe quel moment, on peut décider aujourd'hui de retirer, par exemple, le NCG de la liste de la présélection. Il y a des étudiants qui se demandent souvent pourquoi j'ai pas été sélectionné ou présélectionné, parce que tout simplement, il y avait un passage de quelqu'un ou un groupe d'étudiants qui n'ont pas donné satisfaction dans une structure, dont automatiquement on décide d'éliminer carrément l'école. Donc ça, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, on doit tous être des ambassadeurs pour, je dirais, pour le bien, notre bien à tous, pour le bien de la région aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier qu'on n'est pas seul sur le marché. Voilà, donc principalement, ce que je peux dire aux étudiants, c'est d'investir sur tout ce qui est soft skills et ce qui est mindset. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Aussim, pour le temps que vous avez accordé à cette émission. Voilà, c'est la fin de notre interview. Au nom du club Junior Traders Club, je vous remercie, Monsieur Aussim, de nous avoir accordé votre temps pour répondre à toutes ces questions. Et merci également à l'ensemble de vos éclaircissements et explications. Et je tiens à remercier toutes et à tous pour nous avoir suivis. À très bientôt. Merci beaucoup.